Bonjour, je ne pense pas avoir présenté beaucoup de kits Macros pour l'instant, alors que ça fait vraiment partie de mon stock de maquettes j'allais dire de base. J'essaye différentes qualités de lumière, excusez-moi. Donc, je me suis dit que ça serait quand même bien de vous présenter quand même quelques kits, et notamment de très vieux kits pour en profiter pour rappeler un petit peu l'historique de ces kits et leur arrivée en France depuis le Japon. Là, il s'agit d'un kit au 1.72 transformable de la fameuse Valkyrie. Là, il s'agit du modèle VF1D, qui est donc en plus le premier modèle de Valkyrie que l'on voit transformé dans la série Macros qui date de 82. Il s'agit d'un modèle de Imai, qui est vraiment transformable, qui est superbe, malgré son âge, hein, parce que bon, mine de rien, l'année prochaine, ça sera quand même les 35 ans. Et il s'avère que ce kit, on l'a eu sous différentes formes. Qu'on a eu différentes versions de la Valkyrie, aussi bien en jouet qu'en maquette en France, au milieu des années 80. Là, j'en profite pour vous montrer que ici, si j'arrive à... Hop là, voilà. Il s'agit donc d'un kit importé par une société qui s'appelait Soklen. Vous voyez que le numéro de téléphone témoigne d'un temps révolu où il n'y a pas de 01, 02, 03, 04 et même il n'y avait que très exactement 7 chiffres à composer pour faire les numéros de téléphone. Ce qui est quand même assez amusant à constater, et donc ça témoigne d'un temps vraiment reculé, de minimum 30 ans. Donc vous voyez qu'il s'agit bel et bien de la maquette plastique japonaise importée telle quelle, avec juste des petits autocollants mis dessus, qui étaient proposés à droite à gauche, et pas de modification de boîtage, contrairement au modèle au 1 centième qu'on pouvait trouver chez Revell sous la marque, sous la collection Robotech. C'est ça qui est amusant, c'est que Revell en fait a inventé le terme Robotech, et sous ce terme-là se cachaient pas mal de maquettes, dont celle de Macros, mais également Dougram, Orgus. Donc voilà, c'est aussi le moyen pour moi de vous présenter quand même les superbes illustrations qui étaient de rigueur à l'époque. Les proportions, les formes ne sont pas toujours très respectées. L'artiste triche énormément sur l'aspect texture. Mais moi je trouve ça absolument superbe. Voilà, c'est des dessins bourrés de défauts, mais j'adore. C'est vraiment, ça donne envie de faire des kits vieillis, de faire des kits qui ont une histoire. C'est voilà, c'est des dessins qui m'inspirent énormément. C'était le genre de dessin qu'on retrouvait régulièrement, aussi bien sur les boîtes de maquettes que sur les boîtes de jouets, notamment chez Bandai, pas que chez Imai ou même chez Harry. Et donc voilà, c'est aussi le moyen de vous montrer cette superbe boîte, mais on n'en a pas fini avec ça, puisque là vous voyez, bon comme d'habitude, on revient sur le contexte de cette maquette et de ce robot transformable, avec là l'image emblématique donc de cette transformation en robot et de ce crash qu'il y a dans la série animée de 82. Là, ça explique d'où sort le modèle, quelles sont ses spécificités. Là, finalement, ça ne reprend que les images de la boîte. Et même s'il n'y a pas de code barre, parce qu'à l'époque, les codes barres, je crois, n'avaient pas le moindre intérêt, on a quand même cette signification que là, c'était 1500 yens pour l'époque, à savoir entre 12 et 15 euros. C'était quand même pas bien cher à l'époque. Qu'est-ce qu'il en est à l'intérieur? Alors je vous préviens tout de suite, ce kit, je l'ai acheté au milieu des années 80. Il est dans son jus et je l'avais un petit peu commencé, mais jamais terminé. J'ai eu le plaisir, vraiment le plaisir immense de le retrouver dans mes boîtes de carton après mes différents déménagements, dans un relatif bon état.
Mais moi, ce que je trouve formidable, encore une fois, avec ces vieilles maquettes, c'est la présentation. C'est-à-dire que là, par exemple, certaines des pièces, non seulement sont en métal, ici, là, pour les trains d'atterrissage et, on va dire, le haut des épaules, la partie transformable de la Valkyrie est présente ici. En plus, on a un superbe dessin en trait de la Valkyrie avec la vue du dessus et la vue du dessous sur le même dessin. Moi, je trouve ça absolument superbe. Les trains d'atterrissage, les roues des trains d'atterrissage sont en caoutchouc. Donc, entre guillemets, ça fait encore plus réaliste. Et sinon, donc, voilà, les ailes étaient en un seul morceau, mais c'est bel et bien là. Et il y a cette partie du cockpit du VF1D qui a cette particularité, outre d'avoir des trappes de trains d'atterrissage très 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 visibles, d'être beaucoup plus grande et d'avoir une forme différente des autres Valkyrie, puisque c'est un modèle biplace. Donc voilà, c'est quand même assez sympa de se dire que dans ces maquettes, le carton tenait bien grâce à un autre bout de carton qui contient certaines des pièces principales et surtout des pièces en métal et en caoutchouc. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Qu'est-ce que j'ai là? En fait, ça n'a rien à voir avec le kit de l'époque, mais on va en profiter pour faire une petite comparaison. Ça, c'est des grappes de la tête du VF1J de Hasegawa. Je vois pas pourquoi je l'ai mis là. J'en ai sincèrement pas la moindre idée. Bon, ça me reviendra un jour. Tout à l'heure, je disais que les ailes étaient en un seul morceau, c'est faux. Là, visiblement, c'est le dessous des ailes avec des parties qui permettent, avec les polycaps qui sont ici, de faire tenir les missiles. Les polycaps servent aussi bien ici pour les articulations que pour faire tenir des pièces amovibles. On a là donc le torse et la tête du VF1D. Là, on voit que donc il n'a que 2 canons contre 4 pour le VF1S, une tête assez particulière, et on a un pilote toujours le même qui représente à chaque fois ce brave Hikaru Ichijo, alias Rick Hunter dans la version Robotech, qui donc n'est pas du tout en tenue conventionnelle, on va dire spatiale. Il a le bon casque, mais pas la bonne tenue. C'est toujours le même personnage qu'on retrouve dans la maquette. Donc ça, j'ai vraiment enlevé apparemment pas mal de pièces. J'ai dû utiliser ça pour autre chose. Oui, ça me revient. C'est tout simplement qu'en fait, il y a des pièces qui n'étaient pas utilisées pour le VF1D. Donc je les ai utilisées pour autre chose. Peut-être mon VF1J bleu ou rouge que je vous montrerai un de ces quatre. Tout à l'heure, je disais que les trains d'atterrissage étaient en caoutchouc, mais si on veut, on peut les faire en normal. C'est-à-dire que là, c'est pour la version caoutchouc, là, c'est pour la version sans caoutchouc. Il y a des pièces qui se baladent. Ça ne fait que confirmer que visiblement, j'avais un projet très particulier pour ce truc-là. Ça doit remonter à loin parce que j'avais commencé à retravailler sur les Valkyries pour une exposition pour quasiment les 20 ans à cartooniste, exposition auquel pas mal de copains avaient participé, mais où on n'avait pas fait autant qu'il était prévu. Mais bon, donc là on voit les épaules, les bras, les jambes. Vous voyez que j'ai essayé de reproduire à peu près le schéma de peinture de la boîte avec l'orange. C'est pas bien difficile, entre guillemets. Il faut faire comme si c'était de la peinture à l'huile et de voir les traces de pinceau. Bon, à l'époque je trouvais ça sympa, je sais pas si je trouverais ça aussi sympa maintenant, mais avec les jus je pense que ça passera beaucoup mieux. Trappe de train, un peu décevant ici, puisque contrairement à ce qu'on peut trouver chez les Hasegawa, cette partie là au milieu est transparente, c'est une espèce de phare. Voilà, et donc là les pieds, le reste des jambes, et visiblement là, c'est les missiles, très nombreux missiles, mais les missiles de la série. L'empennage arrière, la partie dorsale, le gun pod. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas vous montrer les petites pièces. Le plus intéressant, ça reste quand même les notices de montage de l'époque et puis la planche de décalco, puisque à l'époque, pas question de mettre des autocollants.
Les autocollants ont débuté non seulement avec Gundam, mais aussi avec une série qui n'est pas connue en France, qui s'appelle Dragonard. Et c'était le début de la fin pour moi, parce que bon, les autocollants c'est bien gentil, mais ça ne vaudra jamais les décalcomanies. Quoi qu'il en soit, donc voilà, une planche de décalcomanie, comme on en voudrait plus souvent. Malgré son âge, elle n'a pas trop mal vieilli, elle n'est pas jaune ni rien. Il y a les logos de Macross qu'il faut, il y a les... Je parlais tout à l'heure des espèces de feux de position, des trucs sur les trappes, c'est là, bon, c'est un peu grossier, mais ça reste sympa. Et par contre, des textes qui sont à peine lisibles, à part pour Cochon. Pour le reste, c'est franchement assez grossier, mais donc ça reste sympa. Et ce qui est marrant, c'est le détail ici d'avoir Captain Dagger et Stud Seat. Ça doit être pour le student, donc le pilote à l'essai, le pilote qui apprend à conduire, donc la Valkyrie, j'imagine. Donc voilà, il n'y a pas énormément de décalco, mine de rien là, mais il y a ce qu'il faut pour faire quelque chose de sympa. Et donc je disais, pour la notice de montage, vous voyez que en fait c'est en noir et blanc, avec la présentation des pièces juste au-dessus. La particularité des maquettes et des pièces de l'époque, c'est que très souvent il fallait coller deux pièces pour en faire qu'une seule, et que les jointures se voyaient énormément. Donc passage à la lime et éventuellement à la Tamiya Putty totalement indispensable. Alors, on est très très loin des maquettes de Bandai ou d'Asegawa ou même d'autres marques ici. Je rappelle que ce kit a quand même pratiquement 35 ans. Donc voilà, toutes les pièces avaient de toute manière des jointures visibles et demandaient quand même beaucoup de boulot. Donc ça, c'est pas le genre de truc qu'on peut terminer en une soirée ou en un week-end, loin de là. Entre le séchage de la colle, le passage de la lime et de retravailler chacune des pièces pour éviter que ce soit trop visible, faut compter sincèrement, je pense, 1 à plusieurs semaines pour terminer le modèle. Mais si on fait ce genre d'effort, on se retrouve avec ça. Et là, vous voyez que là, il présente tout simplement ce qu'il faut faire pour transformer la Valkyrie de mode fighter à mode Batroid. Avec la seule particularité, c'est que il faut remplacer une pièce. La partie cockpit est là pour le Gearwalk, mais pour la partie robot, il faut tout enlever et remplacer cette pièce-là par cette pièce centrale. Ici, c'est le seul truc à modifier, à placer pour obtenir une transformation complète. On remarquera qu'à l'époque, le seul moyen d'avoir la Valkyrie en fighter ou en 72, c'était ce modèle transformable, pour une raison que je n'ai jamais compris. La Valkyrie ou un 72 en fighter n'existait qu'en Super Valkyrie, n'existait qu'en Gearwalk, si je me rappelle bien, en Batroid, mais n'existait pas en Batroid normal. Et donc le seul moyen d'avoir cet empennage arrière et compagnie, c'était d'avoir ce modèle-là. Et sinon, ça existait au 1/100e chez Harry, mais c'était franchement pas la joie. On y reviendra là-dessus. Mais il y a une différence très sensible de qualité entre les maquettes de la gamme Imai et les maquettes de la gamme Harry. Voilà, donc écoutez, ça commence à faire un peu long, pratiquement 14 minutes à vous raconter tout ça. J'espère malgré tout que cette présentation vous a plu. J'espère vous présenter d'autres modèles de Valkyrie montés ou en cours très prochainement. J'espère que tout cela vous aura passionné et plu. Je vous invite éventuellement à partager cette vidéo si vous pouvez, si vous voulez, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations de maquettes.